Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, vendredi 17 mars. Julien Corona au micro, Daniel Fortin toujours à la réalisation. On se retrouve tout de suite avec Frédéric Bérard pour parler de son livre « J'accuse les tortionnaires de Marc Adler ». Notre invité de ce 17 mars, c'est Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, journaliste. Tu es en plus avocat, tu viens juste il y a quelques temps d'être nommé comme associé à ton cabinet Gattuso Bouchard Mazzone. Donc félicitations Frédéric. Merci. Donc avec toi, on va discuter de ton nouveau livre « J'accuse les tortionnaires d'Omar Kadir ». J'étais au lancement du livre jeudi dernier, j'ai pu le lire dans les derniers jours. C'est un livre primordial, extrêmement fourni, extrêmement bien renseigné, mais ça se lit bien. Et ça permet de comprendre ce que, en bon français, comme dit l'expression, caractère d'une activité à laquelle on cherche plaire sur un aspect politique, quand on voit ce qui s'est passé, manifestation d'un esprit hypocrite ou complaisant, quand on voit aussi le comportement des tortionnaires de Marc Kadir, ce qu'on appellerait en gros français de la putasserie, en fait. C'est le comportement du gouvernement canadien, du gouvernement américain, en fait, comme tortionnaire de Marc Kadir. Marc Kadir, on rappelle que c'était cet enfant soldat qui avait été endoctriné par son père et sa famille proche de Oussama Ben Laden dans Al-Qaïda dès les débuts du djihad international tel qu'il était autour du 11 septembre et à la suite lors de la guerre en Afghanistan. Lors d'une attaque, il a tué un soldat américain et capturé ensuite par l'armée américaine. Ensuite, c'est devenu un engrenage où pendant plus de 10 ans, il a été torturé, détruit psychologiquement, avec une complicité assez malfaisante de la part du gouvernement du Canada. Et tu discutes de ça dans ton livre, Fred. Oui, c'est en complet ça. Je suis content que tu sembles avoir apprécié. Je suis content que tu des outils qui soient accessibles parce que c'était évidemment l'objectif premier d'un bouquin comme celui-là, dans l'optique où il y a vraiment, comme tu as pu voir, là, beaucoup de sources, mais j'ai essayé de ne pas m'enfarger dans les technicalités. L'éditrice de Saint-Jean fait un excellent rôle là-dessus en mettant les notes de votre page à la toute fin pour donner une chance au lecteur et à la lectrice. Et tu vois, j'ajouterais un truc en rapport à ce que tu as dit. Tu disais qu'il a, et c'est l'espèce de classique, il a tué un soldat américain. Or, selon les thèses balistiques, les seuls qu'on connaît, en fait, c'est celle de Sandy Garosino, Kader n'a pas lancé la grenade selon toute vraisemblance. C'est à peu près impossible compte tenu des photos disponibles dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il ne faut pas oublier non plus que tout de suite après l'attaque en question, le général américain en charge, un dénommé Wyatt, avait fait un rapport disant qu'il restait après le bombardement américain 2 survivants, de soit Kader et un anonyme. Et 6 mois plus tard, Wyatt a falsifié son rapport et dit finalement, j'ai repensé à ça. Il y avait une seule personne qui est encore survivante, c'était donc Kader, pour évidemment lui imputer la responsabilité de la mort du soldat américain. Et c'est ce que ce livre montre, en fait. Il y a une double action contre Marc Kadir de la part du gouvernement américain, des mensonges éhontés, falsification de rapports, totale négation des droits fondamentaux. Ça, on va en revenir parce que c'est un sujet qui est assez large. Ça permet, toute cette question de Marc Kadir permet de traiter en général aussi de toute la question des droits fondamentaux et comment, j'aime beaucoup cette phrase d'Alexandre Trudeau qui reprend un peu les mots de Franklin Delano Roosevelt, qui explique que la peur est la meilleure arme pour perdre un peu toutes les libertés. Je reprends sa phrase. C'est « Si un jour les historiens ont adressé le post-mortel de l'ordre libéral, ils devront conclure qu'il est mort dans la peur. » Et c'est l'exemple parfait de comment toutes ces choses, ces tribunaux militaires, ce genre de justice de pacotille, s'est créé sous raison de la peur, mais après, cette peur s'est transformée en arme politique pour juste accroître ses capacités à être élu et tout. Et ça, ça nous permettra de passer à ce qui s'est passé au Canada, mais au niveau de ce qui s'est passé aux États-Unis sur cette falsification de rapports, sur juste ces falsifications de preuves et destruction un peu de l'image de Marc Kadir pour forcer sa culpabilité. Raconte-nous un peu tout ce que ton livre explique sur cet aspect-là. En fait, toi, tu l'as bien résumé. On connaît, évidemment, ce qui s'est produit après le 11 septembre, qui est l'espèce de point charnière du bouquin. Je dirais même plus loin en disant que tout le populisme auquel on assiste actuellement en Occident a été déclenché à partir de ce même 11 septembre. Est arrivé par la suite le média social qui est venu galvaniser cette espèce de ressentiment et de politique de la division. Moi, tu vois, Julien, les États-Unis ont fait leur
truc. Je leur en veux évidemment un peu là, pour être allé moi-même à Guantanamo. Là, j'ai pu voir un peu de quoi ils en retournaient. On sait s'il y en est. Mais tu vois, moi, je ne vote pas aux États-Unis, comme la grande majorité de tes auditeurs, auditrices, je présume. On vote au Canada. Je vote au Canada, par contre. En d'autres termes, j'ai absolument aucune influence aux États-Unis, mais nous en avons tous un peu ici et là, à l'échelle canadienne, à l'échelle fédérale, puis à l'échelle québécoise aussi, va de soi. Or, moi, ce qui me désole le plus dans toute cette histoire-là, c'est le rôle qu'a joué le Canada de Stephen Harper. Il faut dire que les libéraux de Chrétien étaient là au début. Les libéraux de Martin étaient là par la suite. Et ceci dit, s'ils n'ont rien fait, on peut s'en désoler, mais on peut un peu comprendre. Le 11 septembre venait d'arriver. Bon, quand est arrivé l'attentat en Afghanistan, c'est-à-dire en juillet 2002. Et c'est ce que tu remets en contexte dans ton livre. Tu expliques qu'on veut plaire un peu aux Américains à la suite du 11 septembre, où c'est un peu si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc on fait des lois antiterroristes adoptées à la va-vite, sans respect juste de la procédure parlementaire habituelle. Amnesty International en parle, le barreau du Québec sort contre ces lois, le barreau du Canada sort contre ces lois. Tout le monde sort, même des juges sortent contre ces lois, le potentiel liberticide de ces lois. Mais on s'en fout car il faut plaire aux Américains à ce moment-là. On sait par exemple pour Omar Khadr qu'il vient d'être arrêté, mais on ne dit rien car il faut plaire, mais il y a quand même un minimum de droits consulaires qui sont respectés. Et là arrive Stephen Harper. Oui, ben voilà. Et là, c'est à partir de là que ça se gâte le plus. Parce que moi, je pense qu'on peut lancer des roches en toute, en toute honnêteté. Et sans être gêné à Chrétien et Martin, mais reste que la principale et de loin machination qui a été commise dans ce cas-ci, elle l'a été par Stephen Harper et son gouvernement. Pourquoi? Parce que comme tu as pu voir dans le bouquin, c'est très, très improbable, pour pas dire impossible, que les Américains souhaitaient réellement accuser Omar Khadr. La réalité, c'est quand on envoie quelqu'un à Guantanamo, ce n'est pas pour l'accuser, ce n'est pas pour le condamner, ça n'intéresse personne, la justice à Guantanamo. Quand je dis justice, c'est au sens même très loufoque du terme. Ce qui les intéresse, c'est d'arrêter les gens, de pouvoir les torturer, obtenir de l'information et poursuivre la lutte. Or, quand Khadr a été envoyé à Guantanamo, c'était clairement dans cette optique-là. C'est un petit cul de 15 ans qui a une famille qui est près de Ben Laden, donc très clairement, ils se sont dit, il va nous raconter toutes sortes de trucs absolument intéressants. Et puis par la suite, le Canada va envoyer, va agiter le drapeau en disant, ramenez-nous notre enfant soldat, sa presse, on le retournera là-bas, et puis basta, on n'en parle plus. Et techniquement, c'est ça qui aurait dû se passer, sauf qu'il y avait un nœud, et le nœud était du nom de Stephen Harper qui a dit non, j'en veux pas de cet enfant-là, gardez-le, je m'en fous. Et bon, rendu là, évidemment, ils ont été obligés de le conserver à Guantanamo pendant un bout de temps. Et par la suite, de déposer des accusations cousues de fil blanc, absolument, à peu près, peut-être pas absolument, mais très vraisemblablement absurdes, parce qu'il fallait accorder un certain vernis de justice à toute cette histoire-là. Et tiré de la torture, on va se le dire. Il a fait un accord en cours pour pouvoir sortir de Guantanamo. C'était le seul moyen qu'il puisse quitter Guantanamo et être rapatrié au Canada pour continuer sa peine, mais on pourra l'expliquer ensuite sa peine. Heureusement, il y a eu des adaptations qui ont été luttées par le gouvernement Harper et jusqu'à que le gouvernement Trudeau, qui prend la suite, décide de sortir des différents appels. Mais tout cela a été tiré de la torture et le gouvernement canadien le savait, les services de renseignement le savaient, alors que en public, on disait on ne sait rien, on ne sait pas, on va le voir, ne vous inquiétez pas et tout. Mais ça reste quand même un criminel, un terroriste, on ne sait pas. Et là, tout vient de cet aspect d'Harper. Il y a une phrase dans ton texte, dans ton livre, qui est très importante. C'est une citation de Stephen Harper où il explique tout simplement, c'est parce que c'est un musulman. Et à partir de là, c'est un musulman. Et en fait, par derrière, on voit cette utilisation de là, au-delà juste des idées politiques et tout ça, c'est juste une instrumentalisation de la personnalité et de la religion d'Omar Khadr, juste en sorte on va essayer d'utiliser ça politiquement dans le cadre d'un peu de cette choc des civilisations de la Samuel Huntington, où je suis le défenseur de la civilisation judéo-chrétienne, tel que Harper se le pensait avec ses coucous de l'Ouest, et de l'autre côté, Omar Khadr, il est méchant, il est gentil, votez pour moi car je vous défends contre lui. Voilà, tu l'as très bien résumé, c'est en plein sens. C'est ce qu'on appelle du wedge politics, la politique de la division. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des bons, des gentils, de l'autre côté, il y a des méchants. Et Stephen Harper a trouvé, et c'est un gars qui est d'une intelligence d'exception, là, qu'on se comprenne bien, parce qu'il avait
évidemment, il s'inspire de ce qui s'est déjà fait aux États-Unis avant lui, mais quand même, il l'a fait à merveille dans le cadre canadien. C'est de laisser croire qu'il s'agissait de la question suivante, c'est-à-dire vous êtes pour ou contre le terrorisme, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, je ne suis pas en faveur du terrorisme une seconde, je ne le défends pas une seconde, je ne l'accepte pas une seconde, pas moins que Stephen Harper, mais la réalité, c'est que la question, c'est pas de savoir si tu es pour ou contre le terrorisme, la question, c'est de savoir est-ce que nous avons ou pas des droits fondamentaux. Si nous avons des droits fondamentaux, d'une part, la torture ne peut pas être pratiquée, incluant avec la complicité du gouvernement canadien. D'autre part, ça veut dire que les conventions internationales sur le droit de l'enfant s'appliquent. Et enfin, ça veut dire que si vous avez de la preuve, alors vous déposez des accusations et vous faites un procès devant un tribunal qui est juste et impartial. La réalité, c'est que Stephen Harper refusait que Kader débarque au Canada pour avoir un procès. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'il n'y avait absolument aucune chance de condamner Kader. Ce n'est pas lui qui a lancé la grenade, tout simplement. Donc, on a essayé plutôt de créer cette espèce d'atmosphère absolument délétère et abjecte. Vous êtes avec les terroristes, c'est-à-dire les libéraux ou le NPD ou encore le Bloc, ou vous êtes avec moi, c'est-à-dire contre le terrorisme. Et c'est quelque chose qui a été un peu sa spécialité sur ce genre de sujet. L'autre exemple parfait, tu le ressors, parce que c'était un peu lié à l'affaire Omar Khadr au moment... Parce que quand on voyait chaque prise de parole était pensée par rapport à un sondage qui sortirait avant ou après la prise de parole. C'était vraiment cousu de fil blanc. Et l'exemple parfait, c'est l'histoire du niqab pendant la campagne de 2015, qui a détruit le NPD à l'époque, où les chances de Thomas Mulcair d'être élu, mais qui a permis de l'autre côté à Justin Trudeau de récupérer des voix de déçus et ensuite de devenir l'alternative face à Harper, et le tout sauf Harper l'a aidé à remporter en 2015. Mais c'est cette utilisation, comme diraient les Américains, les Anglais, cette weaponization, cette utilisation des idées comme armes de destruction massive en politique, quitte à diviser, quitte à créer des tensions, juste pour simplement avoir un minimum de réussite, mais à la fin on s'en fout des conséquences. Tout à fait. Et ça, tu vois, quand je disais, tu employais les termes délétères et abjects, je les pèse bien parce que quels sont l'impact de l'emploi de ces stratégies sur notre ordre démocratique? Ils sont épouvantables. Parce que, c'est-à-dire qu'on en viendrait à accepter de se délester complètement des droits fondamentaux accordés aux citoyens. Pourquoi? Tu parlais de la peur tout à l'heure, évidemment, tu as raison. Et on ajoute à ça le fait que notre premier ministre nous a dit qu'il s'agissait d'un terroriste. Alors donc, comme il s'agit d'un terroriste, parce que Stephen Harper l'a dit, on n'a pas besoin de lui faire un procès. Tu as peut-être vu dans un des sondages du bouquin l'avant-dernier, si je ne me trompe pas, la question numéro 1. Pensez-vous que Kader aura droit à un procès juste et équitable à Guantanamo? Une majorité des gens répondent bien non, il n'y aura pas le droit à un procès juste et équitable à Guantanamo. On sait comment fonctionne Guantanamo. Deuxième question, souhaitez-vous que Kader ait quand même son procès à Guantanamo? Une majorité de gens, oui, on veut quand même qu'il ait son procès à Guantanamo, même si c'est pas un procès juste. Bon. Mais qu'est-ce que ça donne d'avoir un procès s'il n'est pas juste, s'il n'est pas présidé par un tribunal qui est indépendant, qui est impartial? C'est d'une absurdité sans nom. Et on s'objecte de choses comme ça à travers la planète, alors que quand c'était dans notre propre cours, ça, c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est un terroriste, je le sais, mon premier ministre me l'a dit. Donc voilà, c'est l'idée de pourfendre cette espèce de discours-là qui est au cœur du bouquin. Et on voyait que ce discours-là continuait même après la défaite de Stephen Harper et que ça influençait aussi un peu le fait que Justin Trudeau, il allait avec des gants, nouvellement premier ministre, mais il allait avec des gants parce que, façon de parler, il voulait pas réveiller une partie de l'opinion qui peut-être n'avait pas voté contre lui, mais qui pouvait devenir encore plus véhémente. Il y avait Stephen Harper qui expliquait qu'aujourd'hui, lorsque le gouvernement s'est sorti de l'appel en Cour suprême, il a tenté de faire porter la responsabilité de conclure une entente secrète avec Omar Khadr au moment de l'entente. Il dit les Canadiens méritent mieux. On a Richard Martineau dans le Journal de Montréal qui parle, il pratiquait le terrorisme par choix, alors que ton livre et les différents éléments de l'enquête, tous les faits que tu apportes, parce que le livre est assez lourd au niveau de la taille, mais comme on le disait, il est facile à lire et il apporte énormément d'éléments très compréhensibles qui permettent de voir pourquoi il était endoctriné. L'exemple parfait, c'est il aimait boire du Coca-Cola, il parlait de trucs, il parlait d'éléments occidentaux, mais son père leur interdisait, il était battu par son père, sa mère qui forçait aussi à écouter son père sur ces genres d'endoctrination, ses frères qui voulaient partir le plus loin possible, le plus rapidement d'Afghanistan au moment de la fuite, juste pour pouvoir essayer de pouvoir réussir à vivre une vie normale, mais non, il restait là par choix, il aurait lancé cette grenade ensuite par choix, et c'est cette propagande, façon de parler, qu'on a utilisé pour justifier une destruction des droits fondamentaux. Oui, puis tu vois, merci de ton résumé qui est très juste encore une fois. Moi, ce qui me désole particulièrement, Julien, c'est quand je vois des gars comme Martineau qui n'ont pas connu l'histoire, qui ne
sont pas intéressés, nous dire que ce gars-là pratique le terrorisme par choix. Quel mineur pratiquerait le terrorisme par choix? Et de toute façon, même si c'était le cas, les conventions auraient quand même dû s'appliquer. Et pour répondre peut-être à Richard, il ne faudrait pas oublier ceci. Il faudrait peut-être qu'il sache ceci. C'est qu'à l'âge de 4 ans, son père, qui était un homme violent, fêlé, qui a élevé ses enfants dans la haine de l'Occident, avait dit à ses 3 fils, les gars, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, mais quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, vous aurez droit à la récompense de votre choix. Moi, ce sera un éléphant blanc avec une chute d'eau. Un des frères d'Omar répond, moi, papa, ça va être un stationnement rempli de voitures de luxe. Toi, Omar, qu'est-ce que tu aimerais, Omar? Ben, moi, j'aimerais avoir, papa, une piscine remplie de jello. Parce que c'est son dessert préféré. Ouais. Alors, vous allez me dire qu'un morveux de l'âge de 4 ans, il n'a même pas l'âge d'aller à la maternelle. On leur demande ça. Endoctriné comme ça par son père, à l'âge de 15 ans, va avoir l'épiphanie, va dire, ben finalement, non, ce sont les Américains qui sont gentils. Les Américains, c'est du bon monde. Je veux dire, mais franchement, il faut être... Je vais faire attention à mes mots, là, mais faut pas être trop futé pour penser que ça peut arriver, ce genre d'affaires-là. Et c'est justement pour ça que les conventions internationales existent. C'est pas pour le plaisir d'eux. C'est qu'on veut protéger des enfants soldats qui, par définition, 100% du temps, ont été manipulés par des adultes à des fins viles. Et l'autre exemple parfait, c'est je crois que c'est la citation suivante dans cette partie du livre qui est dans les premiers chapitres, si je me souviens bien. Tu expliques, Omar se retrouve avec d'autres jeunes endoctrinés dans un camp d'Al-Qaïda et ils sont tous en mode, mais j'ai pas envie de me faire sauter, moi j'ai envie d'avoir une belle vie. Ils s'en parlent comme ça. Et Omar, il l'explique lors de son interrogatoire à Guantanamo, qu'il voulait pas, mais il était obligé du fait de la présence et la violence du paternel. Donc à partir de là, le simple fait que ces mots existent, ces citations existent et qu'elles ont été juste omnubilé, on s'en fout absolument. Ça montre à quel point on utilisait Omar Khadr juste comme un outil politique au lieu de simplement vouloir restaurer la vérité. Et sur l'autre exemple des conventions, ton livre est très intéressant car il permet aussi aux lecteurs lambda de comprendre quelles sont les grandes conventions internationales et les grands droits qui s'appliquent et principalement pour les enfants soldats. Et ça, je voudrais juste entendre une petite digression. Il y a quel type de convention s'applique et pourquoi c'est important à savoir? Merci encore. À vrai dire, ces conventions-là existent. Il y en a plusieurs, mais c'est essentiellement l'espèce de corpus en rapport aux droits de l'enfant. Il y a, par exemple, une disposition qui vous dit que la peine de mort ne peut pas être appliquée à un mineur. Le seul pays d'importance qui n'a pas souscrit à cette convention-là, ce sont les États-Unis, les très gentils États-Unis qui sont toujours prêts. Pourquoi? Parce que dans certains États, on continue d'appliquer la peine de mort à des mineurs, imagine-toi. Donc, l'idée de base, c'est qu'un enfant, quel qu'il soit, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe sa race, peu importe son milieu, ne peut pas être tenu responsable s'il a agi comme enfant soldat. Parce qu'un enfant, ça ne s'implique pas dans une guerre comme ça de son plein gré pour le plaisir de, particulièrement pas lorsqu'on parle de terrorisme. Je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'Omar Khadr, s'il n'avait pas eu un père comme celui-là, aurait eu une vie probablement normale, comme la plupart des néo-canadiens, serait devenu, je ne sais pas quoi, technicien technicien ambulancier ou un truc du genre, on s'en fout. Mais d'aller passer ses étés dans un bootcamp de Ben Laden. Tu sais, il y en a qui vont à Sainte-Véronique apprendre à faire du paddleboard. Ben lui, il allait se faire écœurer par Ben Laden à savoir comment faire sauter son prochain. Et là, on va tenir cet enfant responsable. C'est pas le Canada, ça, c'est pas le Québec, c'est pas nous. Il faut se réveiller, il faut arrêter de déconner. Je veux dire, dès que c'est arrivé, cette histoire, ça aurait dû se terminer ipso facto, basta, c'est un enfant, on s'en fout qu'il a lancé la grenade ou pas. Et à plus forte raison, dans ce cas-ci, la thèse balistique démontre que non, il l'a pas lancé, la grenade. Et comme tu as pu voir dans le bouquin, il n'existe pas de contre-thèse qui dit oui, c'est lui. C'est justement pour ça que les Américains l'ont laissé filer au final, parce qu'ils n'avaient absolument aucune preuve contre lui. Donc, non seulement le gars est innocent, mais en plus, on va accepter qu'il se fasse torturer pendant une dizaine d'années à Guantanamo en contravention des conventions sur le droit de l'enfant, des conventions sur le droit de la guerre, des conventions sur la torture qui est interdite en droit international. Et le droit canadien l'interdit aussi. On l'a non seulement accepté, mais les 2 agences du SRS, Service canadien des renseignements secrets, sont allés procéder à des interrogatoires sous torture de cadavre. Ils ont procédé et assisté à ces interrogatoires avec la sanction de leurs supérieurs et donc aussi du pouvoir politique en place. On le savait très bien, on l'a laissé faire, ça a même été caché au maximum durant des années, juste quand ça sort, ça a fait des scandales, mais on disait c'est un terroriste et c'est pas grave. De toute façon, en plus, on était un peu obligé d'assister car c'est les Américains qui avaient le contrôle et tout, alors qu'on y avait juste procédé à tous ces éléments-là. Donc c'est une succession de mensonges et au lieu de s'en justifier,
au lieu de s'en justifier ou même de devoir recevoir les critiques et de procéder au rapatriement, on va préférer dire salutation d'usage pour reprendre l'introduction du ministre de l'époque, de Stephen Blaney, et ensuite on va sortir un nouveau mensonge. Et la succession de mensonges, pour revenir, elle est hallucinante, ton livre. Quel est pour toi, excuse-moi d'avoir posé ces questions, mais le meilleur des pires mensonges que Stephen Harper et sa clique ont pu proposer sur cette histoire? Oh wow! Et là, c'est une grosse c'est une grosse compétition, hein? Ouais. Je sais pas, parce que toi, Stephen Blaney, on le sait qu'il était pas trop futé. Hein? On sait bien que c'est un peu la marionnette de service. On sait aussi que Maxime Bernier a été ministre des Affaires étrangères pendant l'affaire Cavert. Donc, j'imagine, Blaney et Bernier, c'est un peu Laurel et Hardy ou les frères Dupont. Là. Il a pas trop aimé quand j'ai dit que tu étais l'invité cette semaine, la semaine dernière. C'est ça, Maxime Bernier? Oui. Il a fait un petit Ouais, écoute, j'en doute pas, mais je suis content qu'il me déteste et c'est très réciproque. Mais une fois qu'on a dit ça, tu vois, moi, j'en tiens pas tellement rigueur au Blaney, Bernier et compagnie, parce que pour moi, ce sont des marionnettes utiles nécessairement. Mais moi, c'est à Stephen Harper que j'en veux. Et la plus gros mensonge, en fait, c'est l'histoire même de l'affaire Omar Khadr. Le plus gros mensonge, c'est Stephen Harper qui nous l'a servi à maintes reprises. Quand il a dit très clairement à 1 million de fois Khadr est un terroriste, Khadr est accusé de crimes graves, et après ça, de dire Khadr a admis sa culpabilité. Totalement. Si Khadr a été accusé, c'est la faute de Stephen Harper. Et tu as vu la révélation dans le bouquin, ça c'était, le scoop, le plus grand peut-être, qui dit ceci. Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État d'Obama, dit très clairement à Denis Seney, qui était l'avocat de Khadr, ceci, Maître Ennemi, on veut bien le retourner au Canada, votre client. Mais si Stephen Harper refuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça. Ah, écoute bien celle-là. Ça, c'est salé, là. Quand le Globe and Mail a sorti l'histoire sur le bouquin, là, le 1er mars, donc peut-être 2 semaines, le journaliste m'avait dit, je vais devoir demander à Stephen Harper ce qu'il en pense. J'ai dit, vous lui demanderez. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'étais certain que Stephen Harper ne répondrait pas. Il a répondu. Ou qu'il dirait... Bérard est un petit coune qui invente des affaires, pour faire soigner ou je sais pas quoi. Moi, je m'attendais à un ou l'autre. Mais, écoute bien ça. Le gars a répondu, là, je parle d'Harper. Je me suis toujours opposé au rapatriement de Khadr. C'est vrai, merci, bonsoir. En d'autres termes, il en est fier. Il s'en vante. C'est comme si je lui rendais service avec ce bouquin-là. Et tu parles dans le bouquin, ça va permettre un peu de passer à l'actualité de maintenant, mais tu parles aussi de Pierre Poilievre qui partageait les mêmes opinions que Stephen Harper et qui continue à partager ce genre d'opinions. Et ça montre un peu, tu sais, on parle beaucoup de l'aspect des droits fondamentaux, des libertés. En ce moment, c'est un peu le mot à la mode, ce genre de choses. Mais quand on a des responsables politiques qui ont pu utiliser ce genre de propagande, de bêtises pour pouvoir avoir des fins politiques et qu'on voit que maintenant ils sont à 38% dans les sondages nationaux et qu'il pourrait facilement être Premier ministre minoritaire si des élections sont déclenchées dans les prochaines semaines. Est-ce que ça t'inquiète pas pour la santé du discours politique qu'on ait que voir que maintenant que ce genre de cynisme est tellement rendu payant qu'on n'en a que faire des droits tant que ça permet juste d'être élu? Écoute, je vais te raconter une petite anecdote qui va t'intéresser. En 2014, j'avais fait paraître un bouquin qui s'appelait La fin de l'État de droit. Et quand l'éditrice de l'époque m'avait dit, j'ai trouvé le titre, ça va s'appeler La fin de l'État de droit, j'ai dit, t'es malade, on va pas mettre un titre qui s'appelle La fin de l'État de droit, je vais passer pour un espèce de bozo alarmiste, pour n'importe quoi, c'est pas sérieux, là. Je ne prédis même pas la fin de l'État de droit. Elle m'a dit, oui, tu la prédis quand même un peu, là. Je veux dire, avec tous les exemples que tu donnes, la tendance, c'est ça. Bon, bref, on s'est entendu, on avait fait un compromis, OK, pour la fin de l'État de droit, mais avec un point d'interrogation. Or, si j'avais à réécrire cet ouvrage aujourd'hui, Julien, je pense que j'enlèverais le point d'interrogation. Parce que depuis 10 ans, tu viens de le dire essentiellement, il y a eu une glissade énorme. L'arrivée du discours populiste a gangréné la discussion populaire, la discussion politique, la discussion philosophique. Et on regarde tout ce qui se passe en Europe, parce que le Canada, à la limite, c'est de la petite bière à comparer de ça. Il y a vraiment de l'extrême droite qui est en train soit de s'installer au pouvoir, soit se trouve dans l'antichambre du pouvoir, avec des médias qui l'alimentent essentiellement. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Ou même en France, pour venir de la France, ou avec les médias de Bolloré. On va reprendre aussi ici avec les différents médias de post-médias. Pour reprendre un peu, on avait travaillé tous les deux sur un article au journal il y a quelques mois. On avait parlé du discours antisémite et du discours conspirationniste mis comme arme politique, que ce soit des deux côtés de la sphère politique, juste pour pouvoir être élu. On voit que le populisme paye, mais c'est crasse. C'est une sorte de gangrène qu'on peut plus
maîtriser au bout d'un moment, et à la fin, ça permet tous les écarts et tous les excès. Ah ben non, mais ça, c'est certain. Et le problème là-dedans, c'est que ce sont les droits fondamentaux qui sont sacrifiés. À chaque jour, ou à peu près. Regarde actuellement aux États-Unis. Il y en a qui diront, oui, mais on est beau aux États-Unis, mais ils s'inspirent quand même de pas mal tous leurs exemples de wokisme. Mais dans d'autres termes, on peut pas choisir. Soit qu'on s'inspire des États-Unis et on reconnaît leur influence, ou on le fait pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'on doit quand même considérer ce qui se passe là-bas. Ben, en Caroline du Sud, circule actuellement un projet de loi qui dit ceci. Si la femme se fait avorter, on la tue. Il y aura la peine de mort appliquée pour une femme qui se fait avorter. Et je veux dire, est-ce que le projet de loi va réussir à passer la rampe? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un projet de loi qui circule qui prévoit la mise à mort d'une femme qui s'est fait avorter. Allô? Ou un autre projet de loi en Floride, qui a été déposé la semaine dernière, qui forcerait la retransition des personnes trans. On en est rendu à ce genre de truc. C'est qu'on accepte et que ça rentre dans le discours. Et là, c'est l'aspect, parce que pour venir du droit au départ, qu'on accepte ce genre de choses, qu'il y a une perte totale du discernement sur la réflexion par rapport au droit, qu'on soit woke ou qu'on soit pas, mais juste une question de discernement en fait par rapport au débat. Au lieu d'être rentré dans les excès, dans le truc, on peut avoir des débats, on peut avoir des désaccords, mais que ça rentre maintenant dans des accords juste où t'es pas d'accord avec moi, je te tue ou je te détransitionne ou les trucs comme ça. Allô, c'est hallucinant. On pourrait en parler malheureusement trop longtemps, trop longuement avec, par exemple, le Texas, le 10 000 $ de prime pour la délation d'une femme qui s'est avortée, puis tout le reste. Alors, oui, puis tu as raison, puis moi, c'est ce qui me désole un peu dans cette histoire-là, c'est qu'il y a deux pôles actuellement, apparemment. C'est-à-dire que tu as le choix entre être un woke et quelqu'un d'extrême droite. Je suis désolé, là, mais le wokisme, à la base, c'est pas une mauvaise chose. Mais le 5% des idiots qui s'excitent avec ça, ça reste quand même un 5%. De l'autre côté, l'extrême droite, c'est peut-être un 5% aussi, peut-être 10% dans les moins bons cas, mais il reste quand même une portion de la population majoritaire qui n'a pas à choisir entre les deux. Or, si on a à choisir, malheureusement, puis c'est un peu le cas, là, aujourd'hui, on crée ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est que je vais te caricaturer à l'os pour démontrer que... Puis on tombe tous un peu dans le piège. Moi aussi, je me rends coupable de ça parfois parce que le combat est tellement lourd, est tellement vigoureux, est tellement salaud. Parfois, on se met à donner des coups, on se dit, mais qu'est-ce que je viens de faire là? C'est dégueulasse, je n'ai pas à faire ça. Donc, meilleur coup de pas en ce qui me concerne. Mais pour le reste, il faut vraiment trouver une manière d'extirper le débat public de cette espèce de position bipolaire-là, parce que ça va vraiment mal se finir. Et de lui redonner du discernement, et c'est ce que ton livre fait, J'accuse les tortionnaires d'Omar Kadir, aux éditions Saint-Jean. Merci Fred d'avoir été avec nous. Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, on peut te lire dans le journal Métro toutes les semaines, on peut t'écouter à la radio, dans un peu toutes les radios. Là, à chaque fois tu passes, t'es présent beaucoup dans les médias. Et on peut aussi t'écouter quasiment toutes les semaines, aussi avec Nick Payne, ici à VM, à son émission Société. Et je te remercie d'avoir été avec nous ce midi de cette semaine pour pouvoir discuter de ton excellent livre qui vient de paraître aux éditions Saint-Jean, J'accuse les tortionnaires d'Omar Kadir. Merci beaucoup, Fred. C'est moi qui te remercie, Julien. Ta lecture me fait bien plaisir. De rien. Passe une belle journée. Passe une belle fin de semaine. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une bonne fin de semaine aux antennes de Radio VM. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.